Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Selon les services de renseignement militaires britanniques, Moscou aurait perdu un tiers de ses troupes terrestres. Nous n'avons jamais voulu cette guerre. L'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre. Cancer au stade avancé. La guerre en Ukraine ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu. Et démanteler l'OTAN, c'est l'objectif de la Russie, c'est l'objectif de Poutine. Ok, Tatiana. Bon, eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, bah, vous n'êtes pas présents, apparemment. Mais tant pis, on va faire le Il y direct. a 12 personnes. Hein? Il y a 12 personnes. Ah, il y a 12 personnes. 12, oui. Ah, eh bien, écoutez, alors, posez vos questions s'il y a 12 personnes. Bien, Tatiana, comment vas-tu? Ça va? T'as beau? Bien, bien, bien. Et Alors, c'est qu'est-ce qui bien s'est... que c'est une question que tu poses, c'est pas une question désagréable. Non, ben Non, non. mais parce que quand on a posé cette question à Poutine, on s'est excusé en disant que, excusez-nous de vous poser une question déplaisante. Comment allez-vous? À quoi elle a répondu? Je suis en vie, c'est déjà bien. Oups, voilà. Mais t'as vu ce qu'il a dit aussi à Axi à propos des organes, etc., qu'ils étaient interchangeables? Bah, de toute façon, c'est un robot. Ah, bah oui, c'est ça. Oui, bon, je me disais aussi, il y a quelque Trump, en chose. revanche, lui, c'est comment dire, c'est un bio-robot, mais le dernier modèle était en panne, donc il fallait attendre une semaine pour en envoyer un nouveau de Chine, là. Parce qu'il fallait l'envoyer déjà à Moscou pour qu'on le reprogramme, et après il fallait l'envoyer Ah directement ouais, ouais, là-bas aux d'accord. États-Unis. Ouais. Et bon, c'était pas évident. Mais bon. Euh, Dis donc, est-ce que tu Oui, as vu que Trump avait invité Xi et Poutine au G20 à Miami? oui, bah écoute, les autres, ils ont essayé déjà de les inviter à G7. Pourquoi pas? Mais bon, écoute, je ne sais pas ce qu'ils vont répondre, mais écoute, aujourd'hui, tous ces j'ai ceci, j'ai cela, ça n'a plus aucune importance, hein. Comment ça? Ça ne veut plus rien dire. Donc, ce sont des anciennes structures mourantes. Donc, je pense que ça n'intéresse plus grand monde. Ouais. S'il veut tenir à ça, il veut tenir à ça. Alors, bon, et on en est où là avec les vidéos? Parce que si tu veux que les gens nous causent, il faut au moins leur donner de quoi Non, causer. non, non, pas question. Ça, alors là, c'est quelque chose que je refuse complètement. Bon, oui, bien chef. Allez, On on y y va. va. On va montrer une petite vidéo qui vient de l'axe du mal. Aïe! Ah oui. Патентованные русофобы. Вот еще одна. Кая Каллас, которая засела в кресле главы евродипломатии и оттуда транслирует картину истории, искаженную в нужном Брюсселю ключе. Россия обратилась к Китаю и сказала: Россия и Китай вместе сражались во Второй мировой. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы вместе одержали победу над нацизмом. Я подумала: так, это что-то новенькое. Если вы знаете историю, то в голове тут же возникает много вопросов. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Madame Callas? Ah, ça c'est nouveau, hein. Les Chinois et les Russes, ils ont gagné la guerre. Enfin, si on connaît ne serait-ce qu'un tout petit peu l'histoire, on peut commencer à se poser quelques questions, hein. Tu dis, ils sont formidables. Alors, la question, est-ce qu'elle croit en ce qu'il dit réellement? Oui, bah, c'est vrai que les niveaux de son cerveau de 3 cacahuètes, ça peut permettre de croire ça, mais en même temps, tu dis, mais enfin, quand même, c'est quand même un peu grave, quoi. Non, mais Tatiana, quand même, les Américains ont été actifs, c'est le moins qu'on puisse Oui, dire. oui, oui, ils ont vendu. Oui, 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 ils étaient super actifs. Ils ont détruit tout le nord de la France quand ils ont Non, débarqué. non, je te parle du Japon, là. Je te parle de la guerre du Le Japon Japon, d'accord? À quelle année on a commencé la guerre au Japon? en 37, Voilà. avec Pourquoi la j'ai Chine, entendu avec la juste à Chine. la fin, Mais juste à la fin, non, 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 juste à la Tatiana, non, fin? non, 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 non. Les Occidentaux ont aidé les Chinois dès le début. Oh. Oui, en armes, etc., etc. Mhm. Comme les Russes, d'ailleurs. Oui. Les Russes ne sont pas... Ils ont commencé à aider les Russes à partir de la Stalingrad. Comment? Et ils n'aidaient pas avant Stalingrad. Non, c'est quand le Stalingrad a eu lieu qu'ils ont Non, commencé à pas du aider. tout, mais pas du tout. Je te parle du Japon. Je te parle de la Tu Chine. dis comme les Russes.
Oui, comme les Russes Bah, les Russes, pas avant Stalingrad. comme les Russes Pas avant qui ont Stalingrad. aidé les Chinois dès Ah, 37. non, les Russes, ils ont aidé dès le début. Dès Pas 37. dès 41. Les Américains ont commencé à aider les Chinois dès 41. Non, 37. Et ils ont commencé à aider les Russes dès Stalingrad. Et ils ont Mais eu leur non, débarquement mais non, moins d'un an, Tatiana, excusez-moi. les Américains ont aidé le Kuomintang en 37. En quelle année la guerre France, euh, Allemagne a commencé? Mais ça n'a rien à voir. Non, non, juste une question. En quelle année? Mais ça n'a rien à En voir. quelle année? En 39. Pourquoi est-ce que les Américains, ils ont attendu 44 pour avoir leur débarquement? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu jusqu'à ce que Ouais. l'armée japonaise était totalement massacrée pour leur balancer 2 bombes nucléaires en même temps qu'il y avait une réunion en Potsdam? On revient toujours au même problème, Philippe, Bon. s'il te plaît. Alors, que disait Madame Callas à part ça? Madame Callas, elle disait, tout comme toi, mon chéri, que c'est des Américains qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et que les Russes et les Chinois, ils étaient juste là à se demander, mais qu'est-ce qu'on fait sans les Américains? Qu'est-ce qu'on fait sans les Américains? Oh là 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 là. Enfin, voilà, c'est ce qu'elle disait. Non, non, Elle mais te moi, donnait raison. non, attends, Tatiana, je ne dis pas que les Américains ont gagné la Seconde Guerre mondiale avec les Allemands, mais je dis que les Américains ont mis un coup définitif aux Japonais. Voilà. Oui, à leur souveraineté et au fait qu'ils devaient signer les accords de Potsdam sans trop se poser les questions. C'était une affaire du Mais pognon. enfin, l'armistice, non pas l'armistice, la signature de la paix a été signée sur un navire américain. Bien sûr, quand tu balances 2 bombes nucléaires en montrant ça à tout le monde, crois-moi, ça fait réfléchir. Ça n'a pas fait Ah ben réfléchir ça, je suis Staline, entièrement d'accord mais avec tous toi. les autres à Potsdam, ils ont signé les accords en accordant aux Américains, excusez-moi, leur hégémonie future. C'est pas plus rien que ça. Tu vas pas m'expliquer, Philippe, tu vas pas m'expliquer que les Américains, ils ont balancé 2 bombes nucléaires pour arrêter la guerre et sauver le monde. S'il te plaît, tu n'arriveras pas. Donc, on va passer ces petits épisodes. Je dis juste que Kalakalas a On dit va ça. passer cet épisode. Visiblement, tu lui donnes raison. On passe à la prochaine. Allez, hops. На фоне таких новостей с фронта сегодня во Франции снова собралась так называемая коалиция желающих платить за оружейные поставки Зеленскому, который ради такого случая явился лично, снова презрев костюм. Кто что сказал и почему уходил спецпосланник Трампа Стивен Уитков с парижской сходки перед ее видеосозвоном с Белым домом? Кстати, прямо сейчас немецкое издание «Бильд» характеризует этот разговор с Трампом как горячий и неприятный, а евроэмоции – недовольство и разочарование. Слово Павлу Краснову. О компании русофобов, объединившихся под громкой вывеской «Коалиция желающих», давно известно. Привычка выдавать желаемое за действительное стала их визитной карточкой. Вот и сейчас, подводя итоги судьбоносной, как было заявлено, встречи в Париже, Макрон остался верен себе. Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательство развернуть войска в качестве сил безопасности на Украине, чтобы обеспечить гарантии безопасности на следующий день после прекращения огня или заключения мира. Это могло бы прозвучать внушительно, если бы за полгода своего существования коалиция не отточила свою тактику до совершенства. За громкими обещаниями всегда следует оговорка, причем, как правило, Voilà, c'est la même chose. Dis-moi, si l'Occident soutient tellement bien l'Ukraine, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas plus que ça? Mais qu'est-ce que c'était là comme, C'est comme les extrait? collections pas la coalition de bonne volonté, Oui. là, qui se Ah, parce réunissent qu'on est à là, Paris. Tatiana, on est là pour commenter. Oui, oui, non, non, D'accord. on montre, pardon, excusez-moi. On montre la vidéo en regardant comment les gens à Paris se réunissent pour faire les bons petits projets de comment maintenir la Russie et comment est-ce qu'il est obligé de faire la paix. La fameuse Russie qui, depuis 3 ans et demi, même avant, parle constamment, arrêtons ça, mettons-nous à table de négociation et signons la paix. Non, il
faut que l'Ukraine résiste jusqu'au dernier Ukrainien pour protéger nos valeurs. Et on est toujours aux mêmes situations. Pourquoi est-ce que l'Occident, ou même les Américains, aujourd'hui, n'intervient pas réellement pour la sauver, leur petite Ukraine auquel elle tient autant? Ils ne donnent que de l'argent et des armes. C'est la même chose. Ils entretiennent la guerre. C'est toujours pareil. Bref. Donc, alors ce sujet-là de la ce télévision, sujet il est toujours pareil. On dit en Russie que oui, bah oui, on dit c'est les bonnes volontés. D'accord, c'est très bien. Mais avec quels moyens? Je veux dire, on utilise, c'est ce qu'ils disent les Russes, on utilise aujourd'hui la russophobie et je veux dire, et cette peur qu'on est en train de mettre dans les têtes des gens en Europe, juste pour maintenir les pouvoirs en place et juste pour supprimer tout le système, en tout cas, le système social qu'il y a déjà dans les pays européens, qui est déjà pas mal ébranlé. Mais aujourd'hui, il faut bien avoir une raison pour laquelle est-ce qu'on va supprimer tout ce système social. Donc, il faut bien trouver des coupables. Et les Russes, c'est des coupables tout prouvés. Donc, et c'est vrai que chaque fois, c'est ridicule, c'est drôle. À chaque fois, quand on le montre en Russie, on tourne ça en dérision. Chaque fois, enfin, d'un côté, on tourne ça en dérision, mais de l'autre côté, on dit, mais enfin, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La Russie, aujourd'hui, il tourne vers alors une l'Est question, parce Tatiana, qu'il n'a pas les choix, mais une question d'un abonné euh, que j'ai trouvé d'ailleurs sur. Alors, Tatiana, vous déclariez dans une vidéo que la présidente de la Banque centrale de Russie avait affirmé en réponse à une question de journaliste que les avoirs russes avaient été restitués. Depuis, je constate que cette affirmation est plutôt contredite par la déclaration des principaux intéressés, russes et occidentaux. alors, donc, moi, j'ai entendu parler un député donc, russe de la Duma qui est un économiste, qui était présent à une réunion interne donc, de briefing de la Banque centrale, où effectivement, entre les deux mots, Madame Nabiulina a dit qu'ils ont réussi à récupérer quelques dizaines de milliards, justement, des avoirs russes. Alors tu dis chouette, peut-être qu'on peut trouver que c'est une bonne idée et on pourrait peut-être informer les informations. Oui et non. La première chose que la Banque centrale russe a fait, elle a investi dans les dollars, c'est-à-dire qu'elle a replacé directement ces avoirs qu'il venait juste de récupérer directement dans une autre banque, en revanche, mais dans une banque occidentale. C'est-à-dire que cet argent-là, il est rentré en Russie, il a refilé aussi rapidement. Donc, je veux dire, ça reste toujours problématique. Si vous avez une banque centrale qui ne travaille pas dans les intérêts de votre pays, et si vous n'avez toujours pas votre souveraineté monétaire, et la Russie n'a pas sa souveraineté monétaire aujourd'hui, vous pouvez presque rien faire. Donc, c'est aussi vite rentré que ressorti. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas parlé beaucoup de récupération de cet argent-là, parce que cet argent-là, il reste toujours, entre guillemets, bloqué, puisqu'il est reparti assez vite. Pas D'accord. comprendre comment ça marche, mais c'est comme ça. Voilà. Et quand je le dis qu'il n'y a pas de souveraineté, enfin, bref, il n'y a pas de souveraineté monétaire en Russie. Превратить Украину в дикобраза не атакует первым, но защищен иглами и станет сложной мишенью для нападения. Такой план разработала коалиция желающих из 35 европейских стран, пишет Bloomberg. Эта стратегия также известная как модель Израиля или Южной Кореи. В нее входят мощная, оснащенная современным оружием, средствами ПВО и артиллерии армия, постоянное обучение солдат по стандартам НАТО, укрепленные границы и сильная оборонная промышленность. Как пишет The Wall Street Journal, генералы США помогают в разработке плана по размещению европейских войск на Украине. Это более 10 тысяч солдат. Они разделяются на две группы. Первая должна обучать украинскую армию и помогать ей, вторая – сдерживать возможное вторжение России, пишет издание. Воздушное патрулирование будут вести с баз за пределами Украины. Билд сообщила о горячем разговоре лидеров ЕС и Oui, ben, c'est toujours pareil. L'Ukraine, elle va défendre nos valeurs européennes. Alors, c'est assez terrible parce que l'autre, ma jumelle maléfique,
quand il parle de l'Ukraine, il appelle ça un porc qui pique en acier. Voilà. Porc qui pique. Écoute, on aura pu peut-être trouver des animaux qui paraissent un peu plus combatifs, parce que c'est vrai qu'il y a un porc qui pique, même, je veux dire, avec tous ces aiguilles Mais dressées, c'est la contre un télé... ours, Excuse-moi, c'est la ça télévision passe russe pas. qui... C'est la télévision russe, donc, qui explique que voilà, donc, on va mettre au premier lieu le porc qui pique en acier, qui va dresser tous ses petits tas contre les Russes. Après, donc, il y aura une deuxième ligne, hein, donc, avec, je veux dire, bref, on aura trois lignes qui vont protéger les méchants russes qui voudront donc venir envahir l'Europe. Et encore une fois, on montre ça aux informations russes comme quelque chose qui paraît complètement ahurissant et même pas logique. Déjà, ces trois lignes-là, ça ne tient pas. En plus, excusez-moi encore une fois, c'est vrai que les Russes se paient la gueule des Ukrainiens avec cette histoire de porc qui pique. Déjà, l'effet de porc, enfin, je veux dire, c'est vrai que les Ukrainiens mangent beaucoup de porc et c'est d'où ils mangent beaucoup de sale. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de jeux de mots qui se font là-dessus. Il y a énormément de jeux de mots qui se font sous les couples. Et ça, c'est pas les Russes, c'est plutôt les Ukrainiens qui font les jeux de mots avec plein de commentaires, limite un peu, limite, comment dire, pour Macron et Zelensky en disant que c'est vraiment, quand on les voit ensemble, on croit à l'amour, c'est tellement beau couple, enfin, tout qui va, en disant que ce couple nous coûte quand même sacrément d'argent, mais surtout, à un moment donné, les Russes s'interrogent, mais est-ce que on pense quand même nous demander notre point de vue là-dessus? Parce que l'Europe définisse que on va faire comme ça, comme ça, comme ça, on va se réunir. Donc, il y aura Zelensky, il y aura Poutine, il y aura Trump, il y aura les Européens. Mec, non seulement on vous a rien demandé, mais même, je veux dire, même si sans qu'on vous demande, vous nous dites quelque chose, on ne vous entend plus. Vous n'existez plus pour nous. C'est bon là. Vous pouvez toujours rêver qu'on vous envahisse. Aucun intérêt. Vous êtes ruinés, vous avez plus d'industrie, vous avez des gens qui sont complètement pervertis. La Russie, pour rien au monde, non seulement elle n'a pas envie d'aller en Europe, elle n'a même pas envie d'aller en Ukraine parce que c'est un gouffre sans fond. Donc, quand on montre à chaque fois ces émissions-là, c'est toujours avec un ton extrêmement sarcastique. Alors, Tatiana, bon, elle n'a pas envie d'envahir l'Ukraine, mais enfin, elle va s'arrêter où, la Russie? Elle va Elle va s'arrêter... s'arrêter. Tu as vu la dernière carte avec les plans rouges, là? Donc, je t'avais dit, il y aura donc les quatre régions. Mhm. Elle va arriver jusqu'à donc les régions d'Odessa, jusqu'à Transnistrie, de ce côté-là. Et puis là, elle va prendre donc la partie de Kharkov. Elle va prendre les parties russophones. Elle va prendre les parties de l'ancienne Russie. Je pense pas qu'elle touchera à Kiev. Non, non, ça pas du tout. Et tout ce qui est les parties qui vont donc jusqu'à Pologne, jusqu'à la Hongrie, jusqu'à la Tchéquie, je veux dire, tous ces parties-là, les anciennes territoires qui, avant la Seconde Guerre mondiale, appartenaient aux autres pays, je Mhm. pense qu'on va plus ou moins essayer de les faire rentrer dans les autres pays. Tout simplement parce que Bon, enfin, aujourd'hui, rétablir, reconstruire l'Ukraine, ça coûterait trop cher, beaucoup trop cher. Et surtout, les Russes, ils ont envie que l'Ukraine rentre en Europe. Parce que aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, 80% d'argent qui sert à entretenir l'Ukraine, c'est-à-dire de payer les retraités, de payer des salaires de fonctionnaires, de payer l'armée, tout ça, c'est l'argent qui vient de l'étranger, notamment de l'Europe. C'est une très jolie danseuse. Si l'Ukraine peut être entretenue par les Européens, faites-le. Mais l'Ukraine rentrant en Europe, ça détruit l'Union européenne et ça détruit l'économie européenne totalement. C'est pour ça que les Hongrois n'ont pas envie qu'il rentre. La Hongrie, c'est l'un des rares pays qui pense aux intérêts de son pays et il s'oppose à l'entrée de l'Ukraine en l'Union européenne. Alors que les Russes, non, et c'est ça qui est drôle. Zelensky, il dit, attendez, même la Russie dit qu'on peut le faire, comment ça se fait qu'Orban dit non? Mais coucou, mais c'est pas les faits que les Russes te disent oui ou non qui fait, je veux dire, que ton pays est souverain. Arrête de réfléchir et de toujours parler des autres. Réfléchis à toi-même, à ton pays. C'est pas possible. Mais en tout cas, de dire que la Russie interdit à l'Ukraine de rentrer en l'Union européenne, c'est non,
Surtout, reprenez-la, les mecs. Reprenez-la. Et oui, c'est ridicule. Ну что, друзья, приветствую. Мы находимся на острове Русский. Сегодня здесь стартовал 10-й Восточный экономический форум. Событие для нашего региона действительно знаковое. В этом году внимание многих мировых СМИ приковано именно к нему. Сегодня здесь и последующие дни соберутся представители 70 стран и территорий. Ожидается участие президента России. Ну а сегодня утром здесь торжественно открылась улица Дальнего Востока, где регионы делятся своими достижениями. И мы сейчас находимся около павильона Бурятии. И рядом со мной у нас такие красочные участники. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали, какой у вас театр и почему такие интересные костюмы? Здравствуйте, мы приехали из Республики Бурятия. Vladivostok. Ah oui. Vladivostok, 10e forum économique de l'Est. Donc Poutine, une fois qu'il est parti de Pékin, il est allé directement à Vladivostok pendant 3 jours. Donc il y a un forum économique. Il y a 75 pays présents, 75 pays présents, desquels je sais tu me parles, excuse-moi, voilà. Donc, on est en train de parler des investissements qui vont donc être faits dans ce territoire-là. Et ces investissements s'ouvrent un petit peu au monde entier, puisque la Russie a besoin des investisseurs étrangers. Et donc, tout l'accord, surtout l'accord, on va dire, gagnant-gagnant, est bienvenu. Voilà. Donc, c'est un forum très intéressant. Et les forums économiques en Russie, il y en a énormément. On n'entend pas toujours parler. Donc, mais là, c'est l'un de forums importants. C'est les 10e, mais il devient plus en plus important parce que la Russie se retourne très fortement donc, à l'Est avec beaucoup d'investissements qui vont repartir par là-bas. Encore une fois, aujourd'hui, comme disent les Russes, l'Europe devient une presqu'île de cet énorme continent, une presqu'île périphérique de cet énorme continent asiatique où toute chose va plutôt se passer vers l'Est et plus du tout vers l'Ouest. Voilà. C'est encore une fois à réfléchir. Et on le dit plus en plus ouvertement et c'est triste, c'est triste, c'est triste. Ben non. Владивосток, остров Русский, 10-й юбилейный Восточный экономический форум. Неотъемлемой частью его программы стала традиционная международная конференция Российского исторического общества. В этом году дискуссия была посвящена урокам Второй мировой войны. Видеообращение участникам направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Память о событиях Второй мировой войны по-прежнему имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности. Рассматриваем ее и как прочный фундамент международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уверен, что предстоящая дискуссия, участие в которой примут историки. C'est le président de la Société de sauvegarde d'histoire et de monuments historiques, en disant que la sécurité d'un pays, elle consiste aussi justement dans la préservation de ces données. Et c'était une réunion, donc pareil, à forum économique, mais ça en fait partie. À Vladivostok? À Vladivostok. Et donc, on essaie d'entretenir les monuments qui ont les rapports avec l'histoire russe, mais aussi avec les histoires de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre avec les Japonais, avec les Britanniques qui étaient aussi là-bas pendant la guerre de Crimée. Voilà. Donc, et l'histoire, un pays qui ne sauvegarde pas son histoire ne peut pas sauvegarder sa souveraineté. L'histoire, la connaissance de son histoire, ça fait partie de civilisation et ça fait partie de culture, ça fait partie de quelque chose qui crée une cohésion de la société. Donc, c'est extrêmement important. D'où, encore une fois, les faits que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, entendre dire trompez-nous, minou là-bas que finalement, s'il n'aura pas relancé ces 2 magnifiques bombes nucléaires sur le Japon, le monde sera différent. Oui, le monde sera différent. Il sera peut-être meilleur, mais en tout cas, de s'attribuer tous ces lauriers,
excuse-moi, tu peux n'a pas encore une fois d'être d'accord avec moi, mais que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes qui ont perdu énormément de vies dans ces deux guerres, ne peuvent pas l'accepter. Voilà. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон. Премьер-министр Монголии Гамбажавын Занданшатар. Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунджун. Модератор пленарного заседания Мария Рыбакова. L'ouverture, l'une des ouvertures, donc on est toujours au Forum économique. Donc toujours là, à Vladivostok? À Vladivostok, donc M. Poutine allait faire donc encore un discours. Les présidents qui étaient présents, je crois que c'est Laos, c'est Mongolie et je zappais le troisième. Mais tu vois, encore une fois, on est toujours pareil. Aujourd'hui en Europe, on est tellement recentré sur nous-mêmes qu'on ne réalise pas que dans le monde, il y a énormément de pays pour qui ce qui se passe aujourd'hui en Europe est les dernières de soucis, quoi. Les gens regardent en avant, les gens ont envie de reconstruire un monde différent, et nous, on est toujours assis sur la même souche qu'on est en train de scier nous-mêmes, en s'imaginant pas que le monde, en attendant que nous, on est en train de toujours tourner en rond encore nos problèmes, lui, le monde, il avance. Et le monde est vaste et il y a énormément de gens. Je veux dire, 75 pays sont réunis aujourd'hui à Vladivostok. Et c'est même pas une histoire de parler du fait que la Russie est isolée ou pas. Non, tous ces gens-là, ils regardent en avant. C'est ça qui est intéressant. Et c'est des gens et des pays de qui on n'entend jamais parler. Et d'ailleurs, en parlant de pays, j'ai vu quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on connaît les 26 pays de volontaires là? Oui. Ben, figurez-vous, non, je les connais pas. Les Russes ont posé la même question et je sais beaucoup de gens qui posent la même question. On connaît les gens qui n'en font pas partie de cette coalition, mais on ne sait pas qui en fait. Moi, je ne connais pas la liste. Tu connais là la liste de gens Non, je qui ne connais veulent pas la aller liste, faire? mais bon, de toute façon, c'est une liste qui est très mouvante. Je sais pas. Qui est très mouvante parce que bon, il y a des gens qui sont d'accord pour y aller, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, il y a des gens, il paraît, qui ont dit qu'ils par exemple, allaient. les Italiens, ils ne veulent pas y aller, ils veulent Non, pas. non, attends, il y a plusieurs degrés. Ça, pareil, j'ai entendu dire en Russie, il y a plusieurs degrés. Donc, il y a les gens qui veulent aller et qui vont continuer à se ruiner donc, dans cette affaire. Il y a les gens qui ont dit non, on n'y va pas, mais on va quand même continuer toujours donner des sous, envoyer des couvertures, des petites bouteilles en plastique et autres. Et il y en a qui disent non. Mais alors, ceux qui disent non, je ne comprends pas. Parce qu'il y a des pays qui sont extrêmement divisés aujourd'hui. Par exemple, en Allemagne, il y a des gens qui disent non d'une façon, même, je veux dire, autour de Merz, les gens qui disent non directement. D'autant plus que on a toujours pensé que les soldats qui vont être là-bas, donc la Russie n'oserait pas y toucher. Depuis quelques jours, la Russie il bombarde d'une façon systématique les grandes entreprises, les usines qui appartiennent aux investisseurs qui viennent de l'étranger, enfin, aux Européens, aux Américains. Enfin, occidentaux, on va dire plutôt. Et jusque-là, elle n'a pas fait. Jusque-là, elle n'a pas fait. Eux, ils pensaient qu'ils étaient protégés. Style que la Russie ne va jamais oser bombarder une usine allemande, américaine, française, enfin, tu vois. Aujourd'hui, il le fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils perdent de l'argent dans leur investissement. Depuis 3 ans, ils ont investi, ils ont dit, tiens, chouette, on va fabriquer des armes, je veux dire, une main-d'œuvre extrêmement basse. Aujourd'hui, toutes ces usines-là, ils sont bombardées. Ça veut dire tous ces investissements, ils sont en chute libre. Et ça, tu vois, ça devient un peu plus compliqué. Donc, et ça démontre aussi que s'ils arrivent à bombarder les usines des investisseurs occidentaux qui fabriquent quand même, je dirais plutôt des armes, ça veut dire qu'il ne va pas hésiter de tirer sur des soldats de cette fameuse coalition. Et à partir de ce moment-là, c'est, je crois que les Polonais qui ont dit stop, nous, on n'y va pas. Les Allemands disent plus ou moins stop. Mais d'accord, mais les Polonais, Tatiana, les Polonais font quand même partie de la coalition, même s'ils Oui, disent mais ils ont dit qu'ils ne pas. mettront pas de soldats dedans. Non, Voilà. mais comme les Italiens, mais ils font Voilà. partie de la coalition. En revanche, nous, les cocoricots, les Français et les Allemands sont toujours prêts d'y aller. Voilà.
Écoute. Je ne sais pas les Allemands, mais oui, les Français, oui. Ben, les Allemands, je veux dire, c'est mitigé. Un jour, ils disent oui, un jour, ils disent non. Mhm. Mais les Français, là, c'est vrai qu'on est. Ah, tu sais quoi, l'amour, l'amour. Ah, qu'est-ce qu'on fera pas pour son amoureux, même Mhm. s'il faut détruire un pays tout entier. Voilà. Bref. Ah, là, en Pologne, il y a une fête de la fin d'été. Ah oui. Oh, il y a quelqu'un qui a la liste. Nouvelle-Zélande. Ah oui. La Ouais. Turquie. Bah, la Turquie, ils ont dit oui. Ça me Ah bah la surprend. Turquie, ils font partie de l'OTAN, donc ils font. Ouais. Oui, mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient envoyer l'armée ou est-ce qu'ils ont dit juste qu'ils allaient genre envoyer des chaussettes? Ah, peu importe, ils font partie de la coalition. Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше. Тут поддерживаю. Это имеет значение. Я же сказал, что это экономическая категория. Потому что если большая зарплата, больше человек покупает. Больше покупает, значит, востребовано на рынке нашей продукции больше, потому что люди, как правило, стараются приобрести продукты, произведенные на наших предприятиях и так далее. То есть это фактор тоже экономического характера и позитивный фактор. Ну, кроме того, что еще люди жить лучше. Oui, on a vu cet extrait un peu partout. Oui, alors il y a plusieurs extraits qui étaient faits, donc je ne sais pas si c'est le même, parce que M. Poutine, quand il parle, souvent c'est assez lent, donc on peut avoir des petits extraits. Là, en l'occurrence, on a parlé de l'importance d'augmenter des salaires de la population, parce qu'on dit que c'est un facteur économique très important. Je veux dire, tu vois, on peut voir ça comme on augmente les salaires, donc ça crée de l'inflation parce que du coup, les gens ont plus d'argent et ainsi de suite. Lui, il dit au contraire qu'en augmentant le salaire, ça pousse les gens à consommer plus, c'est-à-dire que d'acheter des produits qui sont fabriqués donc effectivement à l'intérieur du pays, donc ainsi relancer l'économie, donc finalement pas augmenter, on va dire, l'inflation, mais surtout de permettre au pays se développer plus. Donc, d'où l'importance du fait qu'il faut qu'il y ait la population un grand pouvoir, que le pouvoir d'achat, la population augmente fortement parce que c'est en augmentant le pouvoir d'achat qu'on peut relancer l'économie en interne. Aujourd'hui, la Russie, elle vise beaucoup sur le marché à l'intérieur du pays, pas à l'extérieur, parce que bon, de toute façon, vivent les sanctions, mais contrairement à la Chine, qui elle vend énormément à l'export, la Russie, il part d'un principe qu'il faut tout faire pour lancer l'économie en interne et surtout, je veux dire, plutôt fabriquer des produits pour le marché à l'intérieur. Et pour ça, il est très important qu'il y ait une augmentation de salaire. Voilà. D'accord. Et puis la dame, elle a rigolé en disant, oh, bah, je suis pour, je suis pour. Maman aussi. Уважаемый господин генерал-полковник Халид Хафтар, я очень рад приветствовать вас в Москве. И прежде всего хотел бы от себя лично, от Министерства обороны, поздравить вас с назначением на должность начальника Генерального штаба Ливийской национальной армии и присвоением звания генерал-полковника. Также хотел бы отметить, что это признание. Ce sont les Libyens. Donc, l'armée libyenne qui vient à Moscou. Donc, M. Bilousov, qui est le ministre de la Défense russe. Et il y a, une grande... Lesquels? Hein? Lesquels? Il y a deux Libyes. Ben, laquelle est en bonne entente avec la Russie? Oui, Voilà. d'accord. Donc, pas celle qui se tient le terrorisme, non, l'autre. Alors, pas Tripoli, l'autre. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a énormément d'efforts qui est fait sur tout ce territoire-là, la lutte contre le terrorisme. Et comme disent les Ukrainiens, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel, c'est un peu une exportation de la guerre ukrainienne sur leur territoire. Les Ukrainiens, ils travaillent beaucoup sur les côtés, on va dire, de côté de terrorisme, en leur donnant donc, aussi bien des armes, en leur livrant les armes qu'ils reçoivent par l'Occident et qu'ils envoient après
sur tous ces territoires-là, mais aussi en envoyant les instructeurs. Donc, la Russie, de son côté, est là en grand échange déjà avec les trois pays du Sahel, donc AOS, et aussi donc aujourd'hui avec la Avec la Libye. Libye, parce que la Libye, c'est pas le Sahel, hein. Non, 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 non. J'ai dit aussi avec la Libye. D'accord, Mais ok. le terrorisme, souvent, il vient du Sahel. Enfin, il vient de Libye. Voilà. Donc, tant que Kadhafi était en vie, il arrivait pas mal, on va dire, contrôler tout ce petit mouvement. Et une fois qu'il était mort, donc du coup, tout ça, ça a été paf, envahi. Et s'il n'y avait pas cette guerre-là, peut-être que aujourd'hui, il n'y avait pas eu autant de problèmes de terrorisme en Sahel. Voilà. En tout cas, c'est la version des méchants russes, mais souvent, d'autres personnes partent d'un principe que c'est peut-être tout à fait ça. Voilà. Oui, enfin, Monsieur Kadhafi, d'abord, il maîtrisait l'immigration qui arrivait Oui, d'Afrique. Euh, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui se battaient pour Kadhafi, qui sont repartis au Sahel, et là, ça a été l'embrasement partout. Voilà. et donc, oui, quelqu'un a posé la question par rapport à la Syrie. C'est vrai, c'est la même chose. Aujourd'hui, on va dire, le monde qui maintient, on va dire, l'argent du monde, les maîtres de l'argent, ont besoin de créer un grand chaos pour se maintenir en place. Et en Orient, c'est vrai que c'est assez simple. La Syrie, ça peut être un élément déclencheur et aujourd'hui, la Russie, pareil, il renoue des relations avec la Syrie. Donc, elle part d'un principe que la Syrie doit donc, sauvegarder ses frontières, parce que l'Occident, elle dit toujours qu'il n'y a pas question qu'on bouge les frontières de quelconque État, mais le fait qu'on bouge les frontières en Syrie ne dérange personne. Bon, c'est toujours un peu, on va dire, de fin de mesure. Mais encore, la Russie aujourd'hui, elle ne représente pas, hein, on va dire, une force économique, elle ne représente pas, enfin, je dis une force, enfin, quoique politique, si, mais bon, aussi parce que les Russes, ils ont un président qui parle toujours très calmement, très, on va dire, qui arrive vraiment à 2 plus 2 à expliquer aux gens que leur intérêt n'est pas forcément là, ils pensent. Voilà, il prend toujours beaucoup de temps et vraiment, je vous dis, question, il est très pédagogue là-dedans. Donc, oui, c'est vrai, on dit que notre meilleur, aussi, on dit le meilleur diplomate de la Russie et surtout les meilleurs commerciaux de la Russie, c'est quand même M. Poutine. Mais surtout, l'armée russe aujourd'hui, c'est peut-être l'armée la plus forte du monde. Les Américains, ou on va dire plus généralement l'Occident, il arrivait à maintenir le monde un peu dans sa petite poigne parce qu'il faisait peur avec son armée. Aujourd'hui, l'armée, rentre en collaboration avec tous ces pays-là en leur mettant sous leur protection. C'est un peu comme les cas de Burkina Faso. Le président de Burkina Faso, Traoré, a fait un aller-retour à Moscou dans un avion présidentiel russe en accompagnant de ces, on va dire, de ces chasseurs. Donc la Russie prend protection des pays qui la demandent. Aujourd'hui, c'est moins facile parce qu'il a toujours ses frontières à protéger, il a toujours une opération spéciale à mener, mais plus en plus, il signe les accords et ça aussi, ça montre qu'il se prépare bien à arrêter, on va dire, tout ce petit bordel en Europe parce qu'il a besoin justement de déployer des soldats et d'autres régions justement pour aider aux autres pays de se débarrasser on va dire, de gentilles petites interventions démocratiques de l'Occident et d'essayer de reprendre sur le chemin de leur souveraineté. Alors, Tatiana, il y a Vanessa qui nous demande de parler de la Syrie. Oui, c'est ce que je viens de faire. Oui. J'avais lu ça, donc je dis, la Syrie, c'est la même chose. Donc, les bases en russe qui étaient déjà en Syrie, ils restent. Mais en plus, la Syrie vient de signer donc, des accords avec la Russie, justement, d'entraide. Aussi Mais alors, bien. attends, on disait que la Russie en Syrie, c'était fini. Non, Il c'est en est qui le vraiment. disait? En Occident, on le disait, mais les bases, elles n'ont jamais bougé. Il y a des bases qui ont bougé. Non, 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 ils sont restés. Non, non, non. Je dis, la Russie, il est de retour en Syrie.
Et c'est même le gouvernement syrien qui a demandé ce retour. Parce que justement, ils ont dit, on a besoin de votre aide. Si, si, si. Et les Russes, donc, aident le gouvernement En syrien. tout cas, ils se sont mis d'accord, ils ont dit qu'ils allaient les aider. Jusqu'à quelle limite ça aide? Après, je veux dire, il y a aussi, on va dire, un peu de secret qu'on ne sait pas, mais dans ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sait, enfin, ce qu'on peut savoir, donc oui, il y avait une délégation syrienne qui est venue à Moscou, il y avait une déclaration devant la presse qui était faite aussi bien donc, par Donc, c'est le pas pouvoir vraiment syrien que c'est pas par les... vraiment des djihadistes, alors. Écoute, il faut savoir de quel... Non, c'était pas le grand barbu qui est venu, non, non. D'accord. C'était, enfin, tu sais, c'est compliqué quand on rechange un pouvoir et les pouvoirs qu'on a mis en place là-bas, c'est pas vraiment un pouvoir si simple à maintenir. C'est compliqué. Il y a une partie en Syrie aussi qui veut rester en vie. Et après, on dit djihadiste ou pas, tu sais, ça aussi, je veux dire, on ne sait pas grand-chose de ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous présente. Oui, Donc, enfin, on on sait, sait seulement que oui, on effectivement, sait il quand y même a qu'il y a eu des beaucoup de victimes. mouvements et c'est vrai que les Russes étaient les premiers à en parler en disant, ben, attendez, là, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Je veux dire, quand on a égorgé des chrétiens, c'était scandaleux et la Russie, qui se disent un pays chrétien, ne pouvait pas l'accepter. Mhm. Donc, c'est vrai que dans les échanges avec des Syriens qui sont venus là-bas, cette question-là a été aussi abordée. Mais on a dit que oui, il faut que la Syrie se remette sur le retour de la Syrie telle qu'il était. Il faut qu'il préserve ses frontières. Il faut qu'il arrive à se développer. Donc, il faut l'aider d'un point de vue aussi économique que militaire. D'accord. Et Et que est-ce que tu sais si tous les djihadistes qui étaient là-bas, étrangers, etc., sont partis ou alors ils sont restés en ça, Syrie? je n'en sais rien. Je ne sais pas. Non, bon. Je sais ce que je connais, enfin, Mhm. l'information que je puis, c'est dans ce qui est officiel. Je ne connais pas comment ça se passe réellement. Je sais seulement que la Russie, elle est toujours présente d'une façon un peu plus discrète, on va dire, mais elle est toujours présente. Voilà. Et elle est, comment dire, c'est le principe aussi bien des Russes que des Chinois. On peut peut-être de parler effectivement d'une aide monétaire, de dire qu'il y a certaines choses qui peuvent ne pas être, on va dire, faites d'un point de vue de protection de la vie humaine. Mais après, ben, écoute, chaque pays a droit de choisir sa religion, sa culture, son mode de vie, et que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, on ne s'accorde pas les droits de critiquer et disons, mettre en question d'autres civilisations. Donc, Oui, voilà. d'accord. Et c'est, Bon, comment dire, c'est ce qui se passe là-bas, ce qui se passe en Syrie, réellement, c'est très difficile à définir. Les Russes n'en parlent pas beaucoup. Aujourd'hui, on est beaucoup plus parlé de l'Irak, et quand on sait que, pas de l'Irak, de l'Iran, et énormément de gens justement qui attestent et qui échangent entre les deux pays. Et on sait que ben, on est en Iran, qu'on dit un pays de Mollahs, donc on va dire théocratique. Bon, la population, on va dire civile, est très nombreuse et je veux dire, la vie telle qu'on se l'imagine là-bas, elle n'est pas exactement pareille, quoi. Je veux dire, les femmes complètement voilées, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Mais tu sais, une fois qu'on n'est pas sur place et donc on ne sait pas comment ça se passe, hein, c'est très difficile à dire. Je sais juste que la Russie n'est pas quitté la Syrie. Voilà. d'accord. Bon, eh bien, écoute, je crois que nous sommes arrivés à la fin. On Ouais. a fait petit, mais bon, écoutez. On On a a, fait court parce on a que notre grand débat demain. j'ai pas pu télécharger On certaines n'a pas vidéos. pu télécharger tous les vidéos, oui, c'est vrai. Après, je ne sais Voilà. pas s'il y a d'autres petites questions un peu, je veux dire, Je ne rapides, sais pas. n'hésitez pas. Voilà. Il y a Vanessa qui me dit que le chat ne sert à rien. Bien. Ben, Euh, elle ne sert à rien dans le sens que c'est par chat qu'on arrive à poser les questions, non? écoute, si, mais justement, elle n'a pas posé de questions, en fait. Ah, d'accord. Alors, Vanessa, vous posez Ouais. une question. Où est-elle? Alors, non, mais encore une fois, et Monsieur Poutine, que ce soit à Pékin, que ce soit à Vladivostok, a insisté, limite lourdement, de dire que on n'a qu'un cas
la Russie envie d'envahir l'Europe. En aucun cas, il veut envahir l'Ukraine. En aucun cas, il veut prendre quel qu'il soit le territoire. La seule problématique qu'il a aujourd'hui, c'est de Surtout, protéger des personnes qui vivent sur ce territoire-là. mais surtout, Et il se trouve que La Russie n'a pas intérêt à envahir ni l'Europe ni l'Ukraine d'ailleurs. non, elle n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, les Aucun deux intérêt pays, à aller dans les territoires occupés par des nationalistes ukrainiens, écoute, etc., etc. écoute, Aucun les deux, intérêt. voilà, les deux pays qui seront les premiers à être écrasés par les méchants ogres sanguinaires, ce sera la Hongrie et la Slovaquie. Les deux pays, aujourd'hui, sont en train de lutter contre cette guerre et dire haut et fort que jamais la Russie ne va les envahir. Donc, je veux dire, si les deux pays qui sont vraiment, je dis les premiers, parce que si on veut aller envahir l'Allemagne, c'est pas eux qu'il faudra qu'on passe. Alors, Et eux, ils n'ont pas peur. Donc, il y a quand même un problème, quoi. on a une question de Gilles. Oui, Est-ce que bonjour les Gilles. USA pas, n'ont pas peur du regroupement européen comprenant la Russie? Est-ce que les Américains ont peur d'un regroupement avec la Russie, l'Europe et Russie? Bon, déjà, ça, c'est Oui. quelque chose qui est raté, mais après, encore une fois, de quel USA on parle? On a deux USA. On a donc ceux, on va dire, des démocrates et ceux des républicains. Et c'est deux choses différentes. Et oui, aujourd'hui, les États-Unis, ils ont plus peur que l'Europe se réunisse avec la Russie. Et ils pourraient même le souhaiter, parce que pour la Russie, ce sera absolument dramatique. C'est la Russie aujourd'hui qui ne veut plus se retourner là-dedans. Et étant donné que les Américains aujourd'hui, ils ont besoin de, en tout cas Trump, étant donné qu'il attend de déclarer une grande guerre à la Réserve fédérale, donc les principaux actionnaires se situent quand même en Europe, je vous rappelle. Donc, oui, le camp des démocrates, il est bien installé chez nous, bien au chaud. Donc, quand je dis démocrate, j'entends bien d'émettre de l'argent du monde. Voilà. Donc, lui, il a besoin de trouver des ressources où il peut. Aujourd'hui, oui, il va découper le petit cochon européen, donc, que ce soit porc qui pique ou pas, pour essayer de récupérer quelque chose. Mais Trump, aujourd'hui, ses principaux ennemis se trouvent en Europe. Mhm. C'est pas des Européens, je dis bien, ses principaux ennemis se trouvent en Europe. Trump et Poutine, aujourd'hui, ils ont des intérêts communs. Ça ne veut pas dire on va dire qu'ils ont les mêmes, je dirais, buts à atteindre, mais ils ont les intérêts communs dans le sens qu'ils ont besoin de se débarrasser de dollars. Ils ont besoin de se débarrasser de ce monopole des gens qui possèdent l'argent du monde. Et l'Europe, aujourd'hui, elle se situe dans cette situation-là. Donc l'Europe, il va imploser. Ouais. Il le faut. Alors, autre question, Tatiana. Oui. Quel est le salaire moyen en Russie? Alors, ça dépend. Ça dépend. Parce que ça dépend des régions. Par exemple, à Moscou, on considère que le salaire moyen, c'est aux alentours de, allez, bon, l'euro a beaucoup baissé, donc du coup, comparé à l'euro, ce sera difficile, parce que le rouble a pas mal monté, ce qui m'embête à chaque fois quand je vais là-bas, parce que du coup, la vie pour les Européens est plus chère, pour les Américains encore plus, mais ça peut aller, en moyenne, on dirait à peu près 1000 euros. Voilà. À 1000 euros, à Moscou, on vit bien. Si on va, on fait, on va dire, 3 4 000 kilomètres, on est plutôt aux alentours de, allez, 400, 500 euros. Voilà. Mais je dis, si on part loin, aujourd'hui, la Biélorussie, qui est plus ou moins comparable, ouvre ses frontières aux émigrés, surtout aux Pakistanais. Donc, elle demande de venir des ouvriers qualifiés parce qu'ils ont besoin des gens qui travaillent, on va dire, je parle bien des ouvriers qualifiés. Les salaires qu'ils proposent, c'est entre 500 et 600 euros. Voilà. Donc, tu vois, on est plutôt dans ces zones-là. Quand il y a un salaire à 1500, 2000 euros à Moscou, tu vis sacrément bien. Une location à centre Moscou, ça coûte, on va dire, entre 300 et 500 euros par mois. Donc, Et dis-moi, Tatiana, combien sont payés les soldats russes? les soldats russes sont payés 50 000 euros par an.
Ouais. en recevant 20 000 euros au moment où ils fassent un chèque donc, d'entrée. Donc, ils ont tout de suite un chèque, je crois que de 20 ou de 20 000 euros, et ils reçoivent 50 000 euros, ce qui représente une somme colossale par rapport au salaire moyen, Ah oui, plutôt, oui. parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent plutôt on va dire des républiques où le salaire est assez bas, ce qui permet à ces gens-là de directement, on va dire, de réinvestir dans l'économie à l'intérieur du pays. Donc, quelque part, c'est un investissement en interne. Les soldats touchent cet argent-là, il les revient, ils investissent dans les maisons, ils investissent dans les entreprises, dans les magasins. Donc, ça relance l'économie à l'intérieur de la Russie très fortement. Donc, d'une D'accord. certaine façon, c'est un grand avantage. Et on pose pas mal la question qu'une fois que ce sera fini, cet argent-là va se libérer. Donc, il y a plusieurs propositions, notamment en parlant pour les femmes, pour les relancer un peu la nativité. Il serait peut-être intéressant que les femmes touchent un salaire en restant à la maison par rapport au nombre d'enfants qu'ils ont et que ce leur soit, comment dire, compté comme une retraite. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de femmes, bah, ils ont peur de rester seules, sans revenus, avec les enfants, donc ça peut être un peu difficile. Donc peut-être que cet argent-là, il sera reparti après sur justement pour un peu relancer la nativité en Russie. Voilà. C'est juste des propositions parce que c'est vrai que quand vous libérez ce qu'on paye, donc les soldats russes, quand cet argent-là sera libéré, bon, bien sûr, on va aussi l'investir beaucoup, on va dire, dans ces régions-là, mais ça peut être aussi intéressant de l'investir dans les familles. Voilà. Alors, moi, je vois. Alors, Bertrand Morer. Bonsoir à vous. Question. Est-ce que les prophéties mariales de la Sainte Vierge ex-Fatima sont connues en Russie? Alors, on n'est pas très prophétie. Enfin, je veux dire, tous. Alors, enfin, ils sont peut-être connus. Moi, j'en ai pas vu. Je sais que les Russes, pendant un certain temps, étaient très, très branchés tout ce qui est voyance, tout ce qui est donc les personnes qui savent vous tirer des cartes, tous les marabouts possibles et imaginables, et les médiums, enfin, les gens qui comptent l'histoire sous les étoiles. Euh, C'en est beaucoup, beaucoup moins. Les mythes qu'on commence à remettre ça en question, plus ou moins interdire. En Ukraine, ça, c'est vraiment à fond, à fond, à fond. Pour ma part, c'est, comment dire, mon grand-père était chaman et il avait donc une capacité de soigner avec les mains et on va dire, il était plutôt, on va dire, plus ou moins médium, il pouvait prévoir de certaines choses. Donc, et aujourd'hui, en Russie, on parle de chamanisme, mais beaucoup plus comme de quelque chose culturel que vraiment, je veux dire, c'est plus, on va dire, c'est plus culturel, c'est plus une notion de la foi comme un vecteur civilisationnel et comme quelque chose qui crée une cohésion dans une société, plutôt que vraiment dans les niveaux de prédiction. Après, encore une fois, je connais pas plus que ça. Moi, c'est ce que moi je sais. Peut-être que ça existe, mais j'en ai pas entendu parler. Voilà. Ok. Mais pour ma part, j'ai une certaine tendance de croire en certaines prédictions. Alors, voyons un peu le chat. Pas de questions. Alors, Eh ben non, il n'y a rien. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin? est-ce qu'il y a les baguettes Ah, parisiennes date de à fin de Moscou? conflit. Date de fin Non, de il n'y a pas conflit. de baguette parisienne à Moscou en vente libre. Il y a du pain qui est très bon, mais pour Ah, acheter une baguette parisienne, il faut aller dans les boulangeries, plutôt en centre-ville, où là, on peut trouver des petites, on va dire, boulangeries dites parisiennes dans lesquelles on peut acheter des croissants, des pains au chocolat et aussi des baguettes. Voilà. alors, Tatiana, Oui, est-ce que tu as une date de fin de conflit en Ukraine? oui, 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 ce sera fini avant la fin Pouvez-vous d'année. faire tous les deux un pronostic? Ah oui, ça Ouais. va finir avant la fin d'année. Avant la fin de l'année. Oui, oui, oui. Mhm. Est-ce que ce sera décembre ou novembre? Je ne sais pas, peut-être même novembre, mais ce sera fini avant. Le conflit, oui. Après, il faut trouver, comment dire, toujours, enfin, il faudra prendre, c'est pas parce qu'on a signé, on va Ouais. dire,
des documents que ça s'arrête. Ça va Ah bah prendre oui, longtemps. oui, ça c'est clair. Mais je pense que moi, je parlerai pour le mois de novembre. Oui. Voilà. Moi, je dirais janvier, février, pas avant, je Et crois. l'Union européenne, 25 septembre. Voilà. Ah oui, alors là, on a parié, on a parié. Oui, oui, je sais, je sais, je Qu'est-ce qu'on sais. a Et je parié? continue toujours les bouteilles de champagne. Et je Ah, ah, continue toujours à dire que, à mon avis, l'Union européenne, elle s'est sacrément mal barrée. Voilà. ouais, on verra bien. Autre question? Non, pas pour Bon, l'instant. écoutez, je sais pas, pour une fois qu'on peut Mais qu'est-ce qu'ils parler avec des font? gens. Allez, allez, demandez-moi ce que vous voulez. Les métros moscovites, oui, ça va Ouais, hyper mais il n'y vite, a jusqu'à 100 personne, enfin, kilomètres à l'heure. 100 kilomètres à l'heure. il y a Parfois, je veux personne. dire, tu es là et tu vas juste le fond par les fenêtres, il est tout gris parce que tu devines rien tellement ça va vite. Voilà, ça va super vite. C'est limite, tu dis comme ça. Voilà, ça va très vite. C'est des très grandes distances et c'est pas du tout pratique parce qu'entre les stations, il faut utiliser toujours des transports intermédiaires. En revanche, c'est très beau et très propre. Voilà. Alors, Bon, question, génial. Alors, il y a sur la encore question? langue, ça sont apparus de nouveaux mots. Alors, l'origine française. Bon, les mots d'origine française. 30% de la langue russe est composée de mots français. Encore, je dis à la louche. La langue russe, elle est bourrée de mots français qui sont utilisés sans même qu'on se rencontre. Une fois, j'ai rigolé parce qu'il y avait une personne qui a fait tout un grand débat en parlant de la langue russe, en disant vraiment, il faut lutter contre les anglicismes, en disant ras-le-bol de tous ces mots qui viennent de l'étranger, il faut qu'on parle une vraie bonne petite langue russe, etc. Et quand je comptais tous les mots français qui étaient dedans, j'éclatais rire de dire non, mais les mecs, c'est pas possible. Voilà. La Russie parlait français pendant, je veux dire, plusieurs années. C'était très à la mode et même les nobles étaient obligés d'avoir des serviteurs qui leur servaient de traduction entre eux et, comment dire, leur serfs. Voilà. Et ils parlaient en français formidable. Les Français, quand ils sont arrivés en 1912 je veux dire, en Russie, ils étaient, comment dire, très charmés par le fait que les Russes étaient si civilisés et qu'ils parlaient si bien la langue française. Parfois, ils y croyaient même pas que c'était des Russes parce qu'ils disaient non, mais attendez, votre français, il est formidable. Voilà. Et même par la suite, ils continuaient à parler français, même si, enfin, je veux dire, ils en voulaient aux Français, ils les en voulaient, on va dire, à Napoléon, parce que oui, c'était une guerre pour la patrie, mais vous voyez, ça ne les a pas dégoûtés ni de la langue, ni de la culture Mhm. française. La France reste toujours un peu un chouchou de Russe. Et quand j'arrive à Moscou, il m'arrive de parler français. Les gens autour qui m'entendent parler français, parfois ils s'arrêtent et ils demandent est-ce qu'ils peuvent juste m'écouter parce qu'ils trouvent que c'est tellement beau. Ah, votre langue est tellement belle, est-ce qu'on peut juste écouter, est-ce qu'on peut juste vous écouter parler parce que c'est vraiment très beau. Donc oui, l'amour du peuple russe vers le peuple français, et il survit à tout, même à nos, on va dire, vers avec notre Mimi démocratiquement élue, dite, comment il dit ça déjà, l'ambiguïté stratégique. Oui, oui. Et la Russie, oui, continue à aimer la France malgré l'ambiguïté stratégique, voilà, de ce dernier. Il n'y a rien à faire. Alors. Bon, bah écoute, Tatiana, plus de Ah, le salaire questions. russe, le salaire moyen russe. Ben, Ouais, ça, mais le salaire moyen, on l'a déjà dit. on l'a déjà dit. Ben, il faudra revoir la vidéo pour le savoir. Ouais. Et en revanche, on a parlé de retraite une fois. Voilà. Donc, écoutez, moi, euh, parlant de retraite, j'ai une maman qui habite à Moscou. Elle a une retraite qui était d'ailleurs augmentée donc, dernier mois, donc justement parce que l'inflation est quand même assez forte. Donc, elle touche équivalent de 370 roubles par mois, ce qui est quand même C'est-à-dire, pas beaucoup pour c'est-à-dire Moscou. combien? Hein? Une traduction en euros? Je dis rouble, pardon. Non, non, je voulais dire 370 euros par mois. Voilà, on va dire plus ou moins. Alors, on peut dire que c'est vraiment pas beaucoup. Mais en sachant que sa maison lui appartient parce que c'était privatisé. Donc, presque tous les gens qui vivent en Russie possèdent leur maison. Donc, il n'y a pas déjà de location de sortir. Elle paye 7 euros par mois pour tous les services communaux.
Bon, pas l'Internet. L'Internet, c'est moi qui paye, mais bon, je dirais, ça coûte pas très, très cher. Ça coûte 5 euros, je crois. Elle a les transports gratuits. Elle a donc les médecines gratuites. Le matin, quand il va faire ses courses, elle a entre 15 et 20% sur le caddie avec sa carte de retraité. Elle a donc tous les... Donc, il y a un service qu'on appelle Longue Vie en Moscou, par exemple. Donc, elle a tout, plein, un grand choix qu'il lui est proposé de toutes les activités sportives, culturelles et autres. Et il peut partir 3 semaines en vacances dans la région de choix à Moscou, tout frais payé. Bah, je crois qu'en plus, elle est vétérane de travail, donc je pense qu'elle, c'est même le double. Donc, elle peut s'offrir 6 semaines de vacances, tout frais payé. Donc, voilà, ses voisins, ils habitent sur les mêmes paliers. Eux, ils partent 3 mois en Crimée. Donc, tout est remboursé. La nourriture, le transport, l'hôtel. Donc, ça aussi, c'est des petits avantages. Donc, c'est vrai, quand on compare les salaires et quand on compare, on va dire, même la retraite, il faut aussi comparer avec tout ce qu'il y a autour. Donc, d'une certaine façon, l'argent que ma mère reçoit, c'est le reste à vivre. Voilà. Et il n'y a pas d'impôt? Elle ne paye pas d'impôts. Non, non, non. Après, les impôts, par exemple, pour les gens qui travaillent à leur compte, ce qu'on appelle ça les самодеятельные, c'est-à-dire les micro-entreprises. C'est un impôt qui représente 5-6%. Voilà. Donc, à titre comparatoire, je crois que c'est 27 ou 28% donc, pour la même activité en France. Pour les Russes, ils râlent tout le temps en disant que ça, c'est toujours trop d'impôts, mais bon, les impôts sont pas très, très forts en Russie. Donc, et les gens, donc, ben, je crois Et que les fonctionnaires ou les retraités ils ne payent pas d'impôts. et le prix de la vie a augmenté quand même, non? Le prix de la vie a augmenté, c'est pour ça que je dis qu'on a augmenté les salaires. C'est-à-dire que, en gros, en ce que je vois moi, enfin, c'est un petit peu augmenté. Après, c'est vrai, quand moi j'achète des courses, c'est pas vraiment pareil. Il y a des choses qui sont chères, il y a des choses qui sont pas très chères. On peut manger pour pas cher du tout, mais on peut aussi, enfin, je veux dire, dépenser de l'argent. Les restaurants, ça coûte pas très cher. C'est même surprenant, mais je veux dire, on peut manger pour 10 euros très très bien. Après 10 euros, voilà, pour une retraite de, de 350 euros, c'est peut-être beaucoup, mais enfin, quand je dis bien manger, c'est-à-dire que je mange bien. Voilà. Il y a plein d'autres choses comme ça qui sont vraiment. Le métro, par exemple, c'est 70 centimes. Voilà. Le métro de Moscou, c'est 70 centimes. D'accord. Quelles sont les autres, autres questions? Quelles sont les dernières nouvelles de Kamtchatka depuis le tremblement de terre? Je pense pas qu'il y avait des morts, donc je crois pas. Donc il y a, bah, ça bouge beaucoup. Il y avait aussi des inondations. Il y avait beaucoup d'inondations qui étaient autre-temps. Il y Les avait un grand volcans, surtout. problème la semaine dernière de la neige à Saint-Pétersbourg. Voilà, une journée, mais quand même. Donc, écoute, des nouvelles, ben, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Et ben, les autorités, enfin, là-dessus, les Russes, ils sont très, on va dire, très efficaces. Donc, on déblaye, on nettoie très rapidement. Après, peut-être que il n'y a pas grand-chose là-bas, mais je crois que, enfin, en tout cas, on n'en parle pas d'une catastrophe qui n'est pas résolue. Voilà. Donc, ça rentrait en ordre, on va dire. Alors, Tatiana, il y a une autre question. Quelles sont les facilitations, bourses d'études que l'on peut avoir pour des études de deuxième cycle, par exemple, en Russie? Alors, donc, ça dépend de quel pays vous êtes. Par exemple, pour les pays africains, ça se passe par donc le ministère, je crois que des affaires ou des étrangers ou les affaires culturelles, enfin les affaires étrangers ou les affaires d'éducation, où vous faites une demande et selon vos réussites, vous pouvez obtenir avoir une bourse, mais dans ce cas, c'est une bourse en accord qui va entre les deux pays. Ça dépend si votre pays a une, on va dire, signature d'accord d'échange avec la Russie ou pas. Si vous, je veux dire, libre de vous, par exemple, si on est français et on va aller faire ses études en Russie, là, c'est la même chose. Ça dépend si dans votre université, vous avez un accord
Ça me paraîtrait un peu bizarre ces temps-ci si on a des accords d'échange d'universitaires. Mais les études en Russie, les études, on va dire, officielles, sont gratuites. Après, il y a les écoles privées, il y en a beaucoup, mais par exemple, il y a beaucoup d'Américains qui viennent étudier en Russie parce que les diplômes sont, on va dire, reconnus. Les diplômes russes sont reconnus aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens. Donc, du coup, c'est très intéressant de venir étudier. Quelles sont les demandes? Ben, les demandes sont toujours les mêmes. Donc, vous pouvez passer par l'ambassade, de poser une demande. Vous pouvez contacter les universités. Après, c'est pas vraiment mon domaine. Je sais que je fais des études entre les deux. Donc, ça a pris beaucoup de paperasse parce qu'après aussi, est-ce que vous faites en échange entre les deux universités, est-ce que vous faites directement, vous allez en Russie et vous demandez d'étudier? Dans ce cas-là, donc, vous faites d'abord une démarche auprès de l'université et une fois que vous êtes accepté, vous faites toutes les autres démarches. Mais vous passez d'abord par les études que autre chose, je crois. Après, il faut Tatiana, contacter l'ambassade. une nouvelle question. Combien de groupes ethniques en Russie? Énorme, énorme. Je crois qu'il y a plus de 85 groupes ethniques différents. Voilà. C'est énorme. Tous s'entendent bien? Écoute, j'en sais rien, moi. Enfin, On a ne sait pas. priori, oui. Enfin, tout est fait pour qu'ils s'entendent bien. On a même une république autonome juive. Voilà. D'accord. Écoute, non, normalement, oui. Normalement, pas- comment dire, les efforts euh, des autorités va dans ce sens. Après, tu peux toujours avoir des gens qui peuvent plus ou moins être, on va dire, cons. Les cons, il y en a partout, hein. Voilà. Moi, je n'ai jamais eu une quelconque ressenti par rapport aux autres. Mais après, il est vrai que ben, et ça m'a choqué. Ça m'a choqué plus en Russie, puis après, je l'ai remarqué en France, mais après, enfin, je l'ai remarqué presque pas. Mais quand il s'agit de, par exemple, sortir les poubelles, de nettoyer les rues, de faire des travaux, c'est généralement les Ouzbeks ou les Tadjiks qui font ce genre d'activité. Donc, tout le service, on va dire, les services de livraison, par exemple, pareil, tu verras jamais un blond aux yeux bleus de te livrer ton pizza. Mais Non. c'est exactement la même chose à Paris. Si tu commandes une pizza, ce sera jamais un Jean-François qui va te l'amener. Donc là-dessus, c'est vrai que la Russie, et ça aussi, ça montre bien que le niveau de vie en Russie, il est quand même plutôt bien, parce que quand tu es un pays d'immigration, quand il y a beaucoup de gens qui viennent pour travailler dans ton pays, c'est de dire que tu as de quoi leur offrir un travail et le salaire Ouais. suffisamment intéressant pour qu'ils ils se déplacent. Voilà. Oui, c'est vrai. Ils Enfin, prennent Tatiana, ce que tu nous dis là, enfin, toi, tu connais Moscou, mais le reste de la Moscou Russie, aujourd'hui, ouais. il y a pas mal de fuites aujourd'hui de Moscou. Donc, il y a des gens qui préfèrent plus en plus de partir parce que déjà, il y a des aides. Si tu, voilà, des aides justement d'installation et autres. Et puis, la vie à Moscou, il est assez, on va dire, c'est vrai que c'est pas mal dans les quartiers, mais des jeunes, plus en plus, ils préfèrent des jeunes qui vont installer, d'avoir une famille ou autre, ils préfèrent plus en plus de partir dans les villes, on va dire, intermédiaires, plutôt vers le nord, parce qu'il y a plus de facilités d'installation et la vie, on va dire, le niveau de vie est plus agréable. C'est Hmm. plus agréable avec les petits-enfants vivre dans les petites villes que dans les grands. Voilà. Donc, Moscou, c'est une ville qui est chère. Moscou, c'est une ville où tout bouge extrêmement vite. Donc, il faut aussi avoir un certain, on va dire, si tu es une famille pépère, tranquille, c'est vrai que c'est plus simple d'habiter je dirais, beaucoup plus loin, quoi. Même Saint-Pétersbourg, c'est une ville qui a une dimension beaucoup plus humaine. Mhm. Mais après, il y a énormément de villes tout autour où les niveaux de vie aujourd'hui en Russie augmente beaucoup. Voilà. Mais c'est pas encore parfait. Je me rappelle que la Russie, elle était, c'est un pays le plus sanctionné au monde. C'est un pays qui prend beaucoup de temps à se remettre, surtout dans les années 90, c'était totalement ruiné. Mais quand je dis ruiné, ruiné, et on prenait un taxi et le chauffeur qui vous conduisait, il faisait des études supérieures pour travailler dans, on va dire, dans le nucléaire. Étant donné qu'on a détruit toutes les usines, on les a rachetées, on les a carrément détruites pour faire de la Russie, on va dire, une station-service.
Et ça aussi, quand même, il faut dire, si la Russie est devenue une station-service, que l'Occident, au moment de privatisation, a acheté presque toutes les usines et presque tout s'était détruit. Voilà. On a détruit totalement l'industrie russe pour la remettre à ce niveau-là. Donc, il faut du temps pour s'y remettre. Voilà. Mais étant donné que tous les efforts, en tout cas, de pouvoir en place aujourd'hui, vont plutôt vers l'intérieur du pays, c'est vrai que ça, d'accord, c'est pas si simple que ça. Voilà. Et, Bon, alors, il faut les du temps. questions, il y en a. Ah, il y a eu hier des grosses explosions sur la frontière polonaise et en Ukraine. Bon, moi, je ne suis Euh, pas au courant. je ne suis pas au courant aussi. Mais écoute, il y a déjà une explosion tout court. On nous montre les problèmes. Il y a plus en plus d'actes de violence entre les Polonais et les Ukrainiens. Il y a cette partie-là, il y a énormément, je veux dire, l'extrême droite est très puissante dans ces régions-là, je veux dire, d'Ukraine qui est près de la Pologne. Et il y a pas mal d'échauffourées, on va dire, entre les deux. Les deux pays. Et c'est vrai que le Polonais aujourd'hui, ils n'aiment pas tellement, je veux dire, la population polonaise n'aime pas tellement les Ukrainiens. Donc, ça commence à poser des problèmes là-dessus. Voilà. Hmm. Après, je sais pas, j'ai pas attendu de. Non, moi, je n'ai pas entendu du tout. Je viens de regarder les news, je ne vois pas. Voilà. Ok, bah écoute, Tatiana, merci beaucoup pour ce direct. Euh, à la semaine prochaine. Ben, soyez plus nombreux et plus curieux, hein. Donc, à Hein? faire, pour une fois qu'on peut vraiment répondre à toutes les questions, Oui, mais oui, oui. on va dire, c'est dommage de ne pas en profiter. Voilà. Soyez inventifs, question, hein. Faites un effort, s'il vous plaît. Voilà. Oui, mais peut-être que bon, c'est samedi, il fait beau. C'est vrai, il fait beau. Bon, Peut-être qu'il faut peut-être changer de jour. Au lieu oui. de Ou des samedi, météos. on va voir. Ouais. Ou des météos. Voilà. Alors, demain, vous avez un débat Ouais. qui est très intéressant. Vous allez Ah voir, oui, nous avons un abonné qui, lui, était en Ukraine il n'y a pas très longtemps. on a un nouveau parmi nous. Oui, un nouveau, oui. Et Philippe, donc, son prénom, nous a raconté plein de choses très, très intéressantes. Ouais. Voilà, eh bien, Et puis, écoutez. je l'aime beaucoup parce qu'il est souvent d'accord avec moi. Eh oui, c'est ça le problème. Hein. Le problème, moi, je vois pas de problème. Non, mais tu n'aimes que les gens qui sont d'accord avec toi. Ah oui. Et je Hein. me demande, mais qu'est-ce que je continue à fichtre avec toi? Alors là, je sais pas. Hein. Parce que franchement, question d'être d'accord avec moi, je dirais pas que tu seras, je veux dire, en pole position. Hein. Bon, allez, Bon, ben on va écoutez, dire mes chers qu'on. abonnés, à demain Bon, allez. pour le débat. Et maman, je vous dis à la prochaine. Et à demain aussi. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Selon les services de renseignement militaires britanniques, Moscou aurait perdu un tiers de ses troupes terrestres. Nous n'avons jamais voulu cette guerre. L'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre. Cancer au stade avancé. La guerre en Ukraine ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu. Et démanteler l'OTAN. C'est l'objectif de la Russie, c'est l'objectif de Poutine.